Bonjour, chers étudiants. On est sur la deuxième séquence de notre cours de terminologie des sciences économiques et de gestion, destiné aux étudiants du deuxième semestre à tous les groupes. On s'est arrêté sur la séquence précédente au niveau du marché de concurrence pure et parfaite et on s'est donné comme promesse de continuer sur ce point-là, marché de concurrence pure et parfaite avec lequel on va commencer, qui s'inscrit dans la classification des marchés selon leur structure. Donc, la première chose, la notion de concurrence pure et parfaite, c'est l'un des résultats de la pensée néoclassique par rapport à la formation des prix. Je fais référence à la pensée néoclassique parce que c'est l'un des éléments essentiels de leur pensée et c'est présenté au niveau microéconomique basé sur la rationalité de l'agent économique et la concurrence pure et parfaite, c'est l'une des consécrations les plus importantes de cette pensée néoclassique qui, par rapport à la formation des prix, est l'un des cadres de référence pour cette pensée néoclassique. Dans une structure de marché de concurrence pure et parfaite, à ce niveau-là, il existe un nombre d'acheteurs et de vendeurs qui est très important, un grand nombre, un nombre très très élevé au niveau des acheteurs et de vendeurs. Et lorsqu'on parle de concurrence pure et parfaite, on parle d'un degré de concurrence qui est le plus élevé possible. C'est là où la concurrence à son état, comme il est indiqué, à son état pur et parfait, il y a le plus fort degré de concurrence qui caractérise ce marché. Toutes les entreprises sur un tel marché sont donc des preneurs de prix. Donc, la première notion à laquelle on se rapporte par rapport à cette notion de concurrence pure et parfaite, c'est au niveau de la formation des prix. Donc, le prix, il est formé sur le marché suite à la rencontre de l'offre et de la demande qu'on va présenter par la suite. Mais plus exactement, qu'une entreprise sur ce marché-là ne décide pas sur le prix, elle prend le prix du marché, elle est obligée d'exercer le prix du marché. Et s'il décide un prix supérieur ou inférieur, elle sera lésée au niveau de ce marché. Donc, on parle ici des entreprises qui sont preneurs de prix. سوق المنافسة الخالصة والكاملة هي النقطة التي توقفنا عندها في الحصة السابقة والتي قلنا بأننا سوف نقوم بتوضيحها وتوضيح مفاهيمها ومعالمها في هذه الحصة. سوق المنافسة الخالصة والكاملة ونتحدث هنا عن المنافسة في أقصى درجاتها هي واحدة من نتائج الفكر النيوكلاسيكي فيما يتعلق بتكوين الأسعار. إذن هي نتيجة الفكر النيوكلاسيكي وإطار مرجعي لهذا الفكر النيوكلاسيكي. في هيكل سوق المنافسة الخالصة والكاملة الأساسي هنا أننا نتحدث عن عدد هائل وكبير من المشترين والبائعين. هذه كنقطة أساسية فيما بعد سنوضح أهم الشروط الأساسية التي يجب توفرها لتتحدث عن منافسة خالصة وكاملة. لذلك فإن جميع المقاولات التي تنتمي إلى هذا السوق تتحمل السعر، يكون مفروض عليها أن تقوم بوضع سعر السوق، وهذا السعر الذي يكون نتيجة العلاقة التي تربط ما بين العرض والطلب، وسنوضح ذلك من خلال توازن هذا السوق. إذن المقاولة التي تقوم بتصريف منتجاتها في إطار سوق المنافسة الخالصة والكاملة لا تقوم بتحديد السعر، ولكنها سيفرض عليها سعر السوق ولا يمكنها أن تفرض سعرا لا أقصى ولا أدنى. وفي هذه الحالة، حالة أنها تفرض سعر أقصى أو سعر أدنى، فإنها ستكون في وضعية لا يمكن أن تتحملها في هذا السوق. Les hypothèses maintenant de la pureté de la concurrence. Donc, globalement, quand on parle de concurrence pure et parfaite, qu'est-ce qui fait, ou bien quelles sont les conditions, on va parler des conditions, des hypothèses, des axiomes, des fondements de la pureté et également de la perfection du marché. Nous, on va synthétiser les hypothèses entre les deux notions, la notion de pureté et également la notion de
perfection. Donc, commençons par les hypothèses de pureté de la concurrence. Donc, la première notion, ou bien la première axiome, la première condition, c'est l'atomicité. Qu'est-ce qu'on entend par l'atomicité? On veut dire que le nombre des acheteurs côté de la demande et le nombre des vendeurs côté de l'offre est très grand, très important. Et aucun acteur, c'est-à-dire aucun acheteur ou vendeur, n'a un poids ou un pouvoir sur le marché qui est suffisant pour pouvoir influencer le prix. Donc, si je m'appartiens à ce marché, j'ai une petite taille et j'ai face à moi des acteurs, des vendeurs et des acheteurs avec un nombre très important. Et dans ces conditions, je ne peux pas influencer le prix. S'il y a une grande entreprise dans ce marché-là, on ne parle plus de concurrence pure et parfaite et on ne parle plus de la condition de l'atomicité. D'où vient le mot atomicité? Il vient du mot atome, la plus petite particule au niveau de l'univers, et par conséquent, l'atomicité fait référence à ce que le nombre des acteurs, acheteurs ou vendeurs, elle est très important et de taille presque similaire pour ne pas influencer les conditions du marché. L'homogénéité. Donc, l'homogénéité de quoi? C'est l'homogénéité des produits. Donc, l'homogénéité des produits sur le marché veut dire que les produits qui sont échangés sur ce marché-là sont homogènes et parfaitement homogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont complètement identiques. On parle du même produit, aucune différence, ni dans l'emballage, non plus dans la couleur ou les caractéristiques ou les options des produits qui fait la différence entre les différents produits. On parle d'un même produit qui doit être échangé sur le même marché. La fluidité. Donc, il y a entrée et sortie libre du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce qu'on entend par la fluidité? Ça veut dire que les acteurs, les entreprises ou les acheteurs qui veulent entrer sur le marché ou bien sortir du marché ont le libre accès soit à l'entrée, soit à la sortie. S'il n'y a pas de barrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxes à payer pour entrer ou bien des droits pour sortir, et on n'impose pas à ces entreprises des conditions pour entrer sur le marché ou bien pour sortir du marché. La fluidité veut dire que ceux qui veulent entrer, ils entrent, ceux qui veulent sortir, ils peuvent sortir sans aucune barrière, ni à l'entrée, ni à la sortie. Ces trois conditions, globalement, ils sont 5. 3 pour les hypothèses de pureté et 2 pour les hypothèses également de la perfection pour parler d'un marché de concurrence pure et parfaite. Voilà, telles sont les 3 hypothèses de pureté de la concurrence. فرضيات المنافسة الخالصة. عندما نتحدث عن سوق المنافسة الخالصة والكاملة، هنا سوف نقوم بوضع فرضيات أو بمناقشة الفرضيات الموضوعة التي من خلالها نتحدث عن المنافسة الخالصة والكاملة. سنوضح ذلك من خلال 3 فرضيات أو 3 شروط أساسية للمنافسة الخالصة وشرطين أساسيين للمنافسة الكاملة. وعندما تجتمع الشروط ال5 فإننا نتحدث بذلك عن سوق المنافسة الخالصة والكاملة في أقصى درجاتها. الشرط الأول أو الفرضية الأولى نتحدث عن التكافؤ. هي الترجمة المناسبة المتوافقة مع l'atomicité. Il n'y a pas une traduction qui est littérale, mais c'est une traduction adaptée au sens global. Donc, هنا نترجم من ناحية مفهوم العام هذه الفرضية، وهي فرضية التكافؤ، والتي قلنا بأنها توازي من الناحية الفرنسية l'atomicité. التكافؤ بمعنى أن عدد المشترين ليس بمعنى أن عدد المشترين يساوي عدد البائعين، لا. عدد المشترين من ناحية الطلب والبائعين من ناحية العرض كبير جدا، ولا يملك أي من البائعين، هنا نتحدث من ناحية العرض أو من ناحية الطلب، الوزن الكافي لكي يتمكن من التأثير على السعر أو فرض شروطه في التداول والبيع والشراء في هذا السوق. بمعنى آخر بأن المقاولات وكذلك المشترين الذين ينتمون إلى هذا السوق لديهم حجم صغير أو حجم متكافئ وعدد كبير جدا حتى لا يستطيعوا التأثير على
تكوير الأسعار أو التأثير على فرض سعر معين أو فرض شروط معينة أثناء التداول في سوق المنافسة الخالصة والكاملة. الفرضية الثانية نتحدث عن التجانس. ماذا نقصد بالتجانس؟ نقصد به تجانس المنتجات، أي أنها متطابقة تماما، وفي هذا الصدد نقول بأن المنتجات التي يقوم بتبادلها في إطار سوق المنافسة الخالصة والكاملة هي نفسها، ليس هناك أي اختلاف لا من ناحية الشكل، لا من ناحية الجودة، لا من ناحية المكونات أو من ناحية العوامل التي تساهم في إنتاجها. السيولة هي نقصد بها هنا سيولة أو لا فلويديتي، هنا بمعنى هناك نوع من المرونة في الدخول وفي الخروج من هذه السوق. هناك دخول وخروج مجاني، أي أنه لا توجد عوائق لا لدخول المقاولات إلى هذه السوق ولا لخروجها، أي لا نقوم بفرض رسوم على الدخول أو على الخروج من سوق المنافسة الخالصة والكاملة. Les hypothèses, pour compléter les hypothèses, on va parler des hypothèses de perfection de la concurrence. Donc, les hypothèses de la perfection de la concurrence, on parle premièrement de la mobilité, c'est-à-dire la libre circulation des facteurs de production. On parle également de la transparence, mais de la transparence de l'information, c'est-à-dire que tous les participants au marché, c'est-à-dire tous les acteurs, soit au niveau de l'offre, soit au niveau de la demande, ont une connaissance complète de toutes les conditions et tous les facteurs significatifs du marché. C'est-à-dire que tous les acteurs sur le marché, ils partagent les mêmes informations. Dans ce cas-là, ces deux hypothèses forment ce qu'on appelle les hypothèses de perfection de la concurrence. فرضيات المنافسة الكاملة، هاتين الفرضيتين ستكمل لنا فرضيات المنافسة الخالصة، وهنا سنتحدث عن فرضيتين لكي نتمم 5 فرضيات. فرضيات المنافسة الكاملة تهم بالأساس تنقل، وهنا نتحدث عن الحركة الحرة لعوامل الإنتاج، بالفرنسية كنا نسمي ذلك بلا موبيليتي، c'est-à-dire la libre circulation des facteurs de production. الحركة الحرة لعوامل الإنتاج، أي أنه لا توجد هناك احتكار لعوامل الإنتاج أو معيقات لتحول عوامل الإنتاج من مقاولة إلى أخرى. شفافية المعلومات، وهنا نقصد بذلك أن جميع المشاركين في السوق لديهم معرفة كاملة وشاملة بجميع العوامل الهامة في السوق، أي أن المعلومات التي توجد داخل السوق متوفرة للجميع وبالمجان كذلك، ولا توجد أي عوائق تمنع المعلومات في الوصول إلى الفاعلين في السوق، لا من ناحية العرض أو من ناحية الطلب، أي أن جميع المعلومات متشاركة فيما بين جميع الفاعلين من ناحيتي العرض والطلب كما سبق الذكر لذلك. بهاتين الفرضيتين نتمم 5 فرضيات تهم فرضيات المنافسة الكاملة والخالصة. عندما تجتمع هذه الفرضيات ال5 فإننا نتحدث هنا عن سوق المنافسة الكاملة والخالصة، وبالتالي فإن عدم تواجد أي من هذه الفرضيات فهذا سيمنع الإطار المرجعي من تحقق المنافسة الخالصة والكاملة. Ce qui est à retenir à ce point-là, le point essentiel, c'est que le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché théorique et idéal. Pourquoi c'est un marché qui est théorique et idéal? Parce que c'est un marché où les 5 hypothèses doivent être réunies de façon complète et de façon parfaite pour parler de la concurrence pure et parfaite. Et dans la pratique, c'est difficile qu'on réunit les 5 hypothèses. Donc c'est un marché qui reste théorique, idéal et un cadre de référence et d'analyse du comportement des marchés. Mais dans la pratique, on parle du marché qui tend vers la concurrence pure et parfaite, mais on ne peut pas parler qu'il existe
sur la réalité, un marché où les 5 hypothèses sont réunies, comme vous allez les constater et les analyser. Il est difficile d'avoir l'atomicité, et si nous avons l'atomicité, certaines entreprises peuvent grandir, certaines coalitions peuvent naître sur certaines entreprises. Au niveau de la mobilité, il se peut que les facteurs de production soient monopolisés par une entreprise et ils sont disponibles par une autre entreprise. Au niveau de la la fluidité, c'est difficile encore de parler d'un marché où il n'y a pas des barrières à l'entrée non plus à la sortie. Au niveau de la transparence des informations, certes, les informations ils sont disponibles, mais les informations pertinentes sont parfois payantes. Et également, l'homogénéité, c'est difficile de parler d'un produit homogène à 100% dans un marché. Donc, il y a un certain degré de différenciation. C'est pour ces raisons-là qu'on parle d'un marché qui reste un marché théorique et idéal. سوق المنافسة الكاملة والخالصة يظل سوقا نظري وكامل وكذلك طوبوي يوتوبيك بمعنى أن سوق المنافسة الكاملة والخالصة من الصعب أن تتحقق الفرضيات الخمس في آن واحد ويمكن أن نقول بأن هناك بعض الأسواق التي قد تؤول إلى المنافسة الكاملة والخالصة وبالتالي فإننا عندما حللنا الفرضيات لاحظنا بأن هناك بعض الفرضيات التي يصعب أن تتحقق بشكلها الكامل فعندما تحدثنا عن التكافؤ فمن الصعب أن نجد أن هناك تكافؤ 100% أي أنه في بعض الأحيان بعض الأسواق تكون هناك بعض التكتلات ما بين البائعين أو بين المشترين لفرض أسعار معينة. كذلك في الناحية تجانس البضائع فمن الصعب كذلك أن يتحقق تجانس كامل للبضائع وبالتالي فإن هذا السوق يظل سوقا مميزا بالنسبة للمستهلك وغير كذلك في صالح المنتج. Ce marché, c'est un marché qui est avantageux pour le consommateur et il n'est pas avantageux pour le producteur. Donc c'est un marché qui reste un marché dans l'intérêt des consommateurs beaucoup plus que dans l'intérêt des producteurs. Voilà ce qui doit être retenu. Et également, il faut noter que pour parler de la concurrence pure et parfaite, il faut réunir les 5 hypothèses. L'équilibre du marché. Un marché de concurrence pure et parfaite réalise son équilibre par l'égalité de l'offre et de la demande. L'offre globale du marché et la demande globale du marché également. توازن السوق يتحقق توازن السوق المنافسة الخالصة والكاملة من خلال المساواة التي توجد ما بين العرض الكلي والطلب الكلي ومن هذا المبيان التوضيحي نوضح بأن هناك التقاء ما بين العرض والطلب. Il y a une rencontre entre l'offre et la demande parce que toujours l'offre elle est croissante et la demande elle est toujours pour un bien normal elle est décroissante. Il y a certainement des exceptions dans lesquelles on va parler, mais cette relation entre l'offre et la demande et cette rencontre entre l'offre et la demande, il va nous déterminer un équilibre dans lequel le prix, c'est le prix d'équilibre, c'est le prix qui doit être exercé par l'ensemble des entreprises sur ce marché et ça c'est la quantité qui doit être produite par l'ensemble des entreprises sur ce marché-là. Donc l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est ça ce qui va nous donner cette situation d'équilibre pour le marché de concurrence pure et parfaite. توازن السوق المنافسة الكاملة والخالصة يتم من خلال مساواة ما بين العرضين العرض الكلي والطلب الكلي كذلك. لتوضيح معالم العرض والطلب سنقوم بإبراز محددات الطلب وفي بعد سنقوم كذلك بإبراز محددات العرض. من خلال محددات الطلب le premier déterminant des éléments qui déterminent la fonction de la demande, c'est le changement dans les goûts des préférences des consommateurs. Ça, c'est à part les prix. Les déterminants qui sont à part les prix هذه المحددات لا تشمل السعر. إذن قلنا في الأساس بأن المحدد الأساسي هو السعر ولكن محددات الطلب فيما عدا السعر سوف نتحدث عن محددات أخرى وهي أولا
le premier déterminant, c'est le changement dans les goûts et les préférences des consommateurs. Comme on le sait, l'évolution des goûts et des consommateurs vis-à-vis de la marchandise se traduira par une augmentation et une diminution de la demande au même niveau de prix avant l'évolution de la demande. Donc, si jamais un produit sur lequel notre goût s'adapte, on va le demander plus. Et si jamais notre goût change par rapport à un produit, par conséquent, la demande elle va diminuer et il n'y aura plus de demandeurs sur ce produit ou ce service. Donc le goût du consommateur également, c'est l'un des déterminants essentiels de la demande. من خلال المحددات التي تحدد لنا الطلب فيما عدا السعر كذلك هناك محددات أخرى وتشمل من النقطة الأولى التغير في الأذواق وتفضيلات المستهلكين. هنا نشير إلى أن التغيرات في أذواق المستهلكين تجاه البضائع ستؤدي إلى زيادة أو نقصان في الطلب عند نفس مستويات الأسعار قبل أن يتغير الطلب. إذن عندما تتغير أذواق المستهلكين تجاه بضاعة معينة فإن ذلك سيؤدي إما إلى زيادة في الطلب إذا كانت الأذواق تفضل هذا المنتج أو إلى نقصان في الطلب إذا كانت هذه الأذواق تنفر أو لا تفضل هذا المنتج. عند نفس مستويات الأسعار هنا نتحدث لأننا المحدد هنا ليس هو السعر ولكن التغير في أذواق وتفضيلات المستهلكين. Ce qui est à retenir, c'est que le changement dans le goût et les préférences des consommateurs est l'un des déterminants de la demande, bien sûr à l'exception des prix. Le nombre des consommateurs, deuxième critère, ou bien deuxième déterminant. L'augmentation du nombre des consommateurs suite à l'expansion du marché due à l'augmentation de la population ou au progrès des moyens de transport entraîne une augmentation de la demande. À ce niveau-là, l'augmentation du nombre de consommateurs va nous donner tout naturellement, si le marché il est élargi et le nombre de consommateurs il est très important, la demande il va augmenter. Et si le marché il est restreint, le nombre de consommateurs il est faible, par conséquent la demande également elle va être faible. La diminution du nombre de consommateurs entraîne une baisse de la demande sur le produit, c'est ce qu'on vient de dire. عدد المستهلكين هو محدد الثاني للطلب فيما عدا السعر الذي يبقى المحدد الأساسي ونشير إلى ذلك. عدد المستهلكين إن الزيادة في عدد المستهلكين نتيجة اتساع السوق بسبب زيادة عدد السكان مثلا أو بسبب التقدم في وسائل المواصلات يؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب. وكذلك في نفس السياق عند نقص عدد المستهلكين يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة. إذن الزيادة في عدد المستهلكين تؤدي إلى الزيادة في الطلب والنقصان في عدد المستهلكين يؤدي حتما إلى نقصان في الطلب كذلك. Donc ce qui est à retenir sur deuxième déterminant, c'est que le nombre des consommateurs reste un élément essentiel également dans la détermination de la demande. Troisième critère ou troisième déterminant, c'est le revenu du consommateur. Donc ce point il est très important parce que la relation entre le revenu du consommateur et la demande pour le produit, généralement elle est progressive. C'est la logique même. C'est-à-dire, plus le revenu du consommateur il est élevé, plus j'ai un grand revenu, plus la demande pour le produit est importante et plus le revenu il est bas, moins la demande pour le produit il est importante. Ça, on parle d'un bien qui est normal, dans une classification normale. Donc, ce qui est normal, ce qui est logique, c'est-à-dire, si j'ai un revenu élevé, j'achète plus. Si j'ai un revenu faible, j'achète moins. Donc, c'est ça la relation qui existe généralement entre le revenu du consommateur et la demande. Mais, comme on vient de dire, pour certains biens, la relation entre le revenu du consommateur et la demande n'est pas progressive. Elle peut être inverse. Là, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours le cas lorsque j'ai plus d'argent ou j'ai plus un revenu élevé, j'achète plus? Ou bien, il y a des situations où j'ai un revenu élevé et j'achète moins. Donc, à laquelle il y a a priori une exception, mais on va analyser cette situation. Donc, دخل المستهلك هو محدد الثالث
محددات الطلب. وهنا نشير بالأساس إلى العلاقة التي تربط ما بين دخل المستهلك والطلب، وهي علاقة اضطرادية، بمعنى أنه كلما زاد دخل المستهلك كلما زاد طلبه على سلعة معينة، وفي نفس السياق كلما زاد نقص دخله نقص الطلب على السلعة المعينة. يعني هنا بمعنى أساسي أنه كلما كان لدي دخل مرتفع كلما اشتريت أكثر، وكلما كان لدي دخل منخفض كلما اشتريت أقل. هذه العلاقة هل هي دائما متحققة؟ بالأساس نقول بأنها علاقة العادية أو الطبيعية وفي الحالات العادية. وهنا قد نتساءل هل يوجد هناك استثناء لهذه العلاقة، بمعنى أنه يوجد بعض السلع لا تكون العلاقة فيها بين دخل المستهلك وبين الطلب عليها علاقة اضطرادية، فقد تكون هذه العلاقة عكسية. بتوضيح آخر، بأنه في بعض الأحيان نتساءل هل إذا كان لدي دخل مرتفع أو ارتفع دخلي هل سأقوم بنقصان أو بإنقاص الشراء من سلعة معينة؟ سنوضح ذلك. هل يوجد بعض السلع التي يتم نقصان الطلب عليها عندما يزداد الدخل. Donc la relation entre le revenu et la demande elle est croissante, sauf pour les biens inférieurs. À ce niveau-là, on parle de ce qu'on appelle les biens inférieurs ou bien les biens qui sont destinés ou appelés biens de base. Donc là, on répond à la question essentielle qu'on a dit, est-ce qu'il y a des exceptions à la relation entre l'offre et la demande, et cette relation, est-ce que cette exception couvre les biens normaux? Donc quand on parle d'un bien normal, la relation c'est une relation progressive croissante. Lorsqu'il s'agit d'un bien inférieur, la relation elle est inverse. Et par conséquent, à ce niveau-là, on parle de biens inférieurs. Qu'est-ce qu'on entend par biens inférieurs? Les biens inférieurs, ce sont les biens qui sont dits biens de base, les biens basiques. Et ces biens inférieurs qui sont les biens de base, ils ont cette relation qui est relation inverse par rapport aux revenus. إذن هنا سنجيب على التساؤل الذي طرحناه من خلال العلاقة التي تربط ما بين الدخل وما بين الطلب، وقلنا بأنه في العادي أنها علاقة اضطرادية، لكن في حالة المنتجات الدنيا يكون هناك علاقة غير اضطرادية وهناك علاقة عكسية. ماذا نقصد بهذه المنتجات الدنيا؟ هي المنتجات الاقتصادية أو المنتجات الأساسية التي عندما يرتفع دخلنا نقوم بالتخلي عنها، وهذا ما سنوضحه بشكل أعم وأدق في الحصة المقبلة. إلى هنا تنتهي هذه الحصة، وشكرا على متابعتكم.